Lui demander de parler d'elle, elle va parler des Polonais, des Allemands, des Russes. C'est très compliqué. Et du coup, ben voilà, le film est devenu petit à petit, j'ai dû écrire 25 dossiers différents. C'est pour ça que ça a pris 30 ans de temps. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes passionnantes pour parler de l'histoire de Janina qui refusaient d'en parler elles-mêmes. Et donc, j'ai rencontré Judith, j'ai rencontré Catherine Cocchio, j'avais rencontré Livia déjà, Sophie, enfin toutes les personnes que vous voyez dans le film. Guilhem aussi, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui est quelqu'un de très important dans l'histoire du carnet. Et nous l'aimons tous beaucoup ici. Nous regrettons qu'il ne soit pas parmi nous. Et donc voilà, c'est comme ça que ce film a évolué, par la force des choses, et parce que... Par ailleurs, comme l'a expliqué Livia et comme on l'a tous compris, moi tu m'as parlé de cette histoire en 2011 quand tu es rentrée d'Ukraine, et puis en fait c'est précisément au moment où quelque part tout a explosé et où ce carnet a connu cette sorte de résurrection qui fait que j'espère qu'on n'en est qu'au début d'une grande aventure et qu'on entendra tous parler de Janina Echeles encore pendant des décennies et des décennies. Merci, j'aimerais bien à nouveau et remercier Catherine Cocchio qui est là avec nous. Donc, comme vous savez, donc, la toute première fois donc, en français, vous avez pu lire donc, des extraits de mémoires étaient donc, en 2007, donc à l'apparition de ce livre, en 2009, à l'apparition de cette anthologie sur les enfants et le génocide. Et c'est aussi Catherine Cocchio qui nous a vraiment dit, lorsque nous avons fait l'exposition, que Janina est bel et bien existante en Israël, elle vit encore, donc on l'a cherché, on l'a trouvé. Et elle a tout fait donc, dans la collection qu'elle dirige donc, chez Cassie Garnier pour faire publier ce témoignage qui n'était pas évident et qu'il fallait beaucoup argumenter pour encore un témoignage, et oui, encore un témoignage, et quel témoignage, et chaque témoignage est encore un témoignage très, très important. Voilà, entre-temps, donc, c'est nous, l'édition française est parue quelques mois après l'édition en hébreu, que vous avez pu voir donc, dans le film. Puis après, il y a une édition finnoise, donc la toute dernière est édition en finlandais, et à la fin du livre, donc vous pouvez voir, on a mis avec Judith toutes les éditions intégrales et aussi les éditions qui étaient avant, quelques bribes en anglais, quelques bribes en Allemagne, et c'est pour ça que Guilhem Calafora dit qu'il n'y avait pas un silence total, mais très, très peu publié. Et surtout, vous allez trouver donc, les poèmes de Janina dans ce livre, des poèmes qu'elle a écrits d'abord dans le ghetto, enfin plutôt dans les camps de Janowska, donc devant les dunes, les piasques, devant donc, ces endroits de mise à mort. Et ces poèmes, je n'oserais pas vous les lire, je ne pourrais pas, mais je vous les conseille vivement de lire sa force de vie face à des massacres donc, qui se passent devant ses yeux. Et à peine quelques mois après, lorsqu'elle est exfiltrée du camp, elle est en cachette, elle connaît pas, enfin, elle sait très bien les sorts de tous les siens, mais elle est en train d'écrire déjà un poème, L'apaisement, et quelques mois plus tard, lorsqu'elle voit la nature et la montagne, elle écrit sur cela, et c'est de là où elle se prend l'énergie et les forces de continuer. Voilà. Livia, tu permets que je dise quelque chose sur le film d'Isabelle ? Bien sûr. Non, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais dire, qui m'a encore beaucoup frappé ce soir, et que tu dis d'une certaine manière à l'instant, mais je voudrais le redire différemment. C'est la difficulté dans ce film que tu vraiment réussis à maîtriser, de raconter plusieurs histoires à la fois, qui sont donc l'histoire de Janina, l'histoire d'une transmission, l'histoire de l'engagement continué de Janina, disons de 1943 jusqu'à ce soir, et après, et puis la manière dont cette histoire, cette trajectoire singulière croise des strates de prise en charge historique et mémorielle de la Shoah dans des espaces différents. Israël, la France, la Pologne et l'Ukraine. Et ce qui est très subtilement montré dans le film, notamment concernant la prise en charge de la mémoire de la Shoah en Ukraine, c'est ce passage des années 2000
de rien du tout, ou quasiment rien, ce tout petit musée de la communauté juive de Lviv, tout poussiéreux, à ces monuments qu'on voit à la fin, avec cette première stèle qui porte l'écriture de Yanina. Mais il y a quelque chose de très ambigu, et je voudrais le dire ce soir dans ce monument, et c'est vraiment important de le dire, c'est qu'en décontextualisant les phrases de l'épisode, de l'épilogue de Yanina, mon Lvov est partout, là où des maisons sont détruites, je veux dire, écrire ça à Lvov, c'est une manière de dire que Lvov n'est pas à Lvov. C'est typiquement une manière de prendre en charge mémoriellement. C'est vrai que les Ukrainiens ont fait beaucoup de progrès, disons, mais le fait de décontextualiser l'épilogue de Yanina, qui veut dire quelque chose en Israël aujourd'hui, de le mettre à Lvov en disant « mon Lvov est partout », c'est une manière de dire en Ukraine que ça, c'est pas vraiment là que ça s'est passé, alors qu'en Ukraine, il est absolument indispensable de dire que Lvov est à Lvov. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que tu croises ça, et tu le croises avec une très grande subtilité qui n'était vraiment pas évidente à tenir. Voilà. En fait, ouais, j'aimerais ajouter un mot là-dessus, parce que c'est vrai que je suis allée 2 fois à Lviv, qui fut Lvov, et j'ai vu la différence quand même. En l'espace de 3 ans, une différence énorme. La première fois que j'y suis allée, j'étais scandalisée. En fait, ça fait partie aussi, ça continue à répondre à ta question, Zvi. Dans ce qui m'avait frappé, c'est qu'en vous interrogeant tous les deux, Eitan et toi, vous m'avez parlé du choc, du double choc que vous avez reçu en voyant la pièce de théâtre, la mise en scène du carnet de Yanina à Lvov. Parce que il y avait ces personnes donc, de la, on va dire, nouvelle communauté juive de Lviv qui essaient de faire vivre un peu le passé juif de la ville. Et à côté de ça, il y a un négationnisme qui est épouvantable, qui fait frémir. Donc j'ai eu l'occasion, dès mon premier voyage, d'aller dans un musée qui se situe dans une prison où il s'est passé des tas d'horreurs et où des milliers de juifs ont été exterminés. Et il n'y a pas un mot là-dessus dans la période qui est censée concerner ce qui s'est passé dans cette prison entre 41 et 44, où il parle de 4 pauvres Ukrainiens nationalistes qui ont été torturés, alors qu'il y a des milliers de juifs qui ont été abattus là. Donc il y a vraiment un négationnisme très grave, et vraiment, je tiens à le dire, Yanina fait partie des gens qui font bouger l'histoire, qui font bouger les lignes. Et le fait qu'elle ait été invitée, le fait que sa pièce de théâtre ait été vue par les différentes communautés, le fait qu'elle ait été réinvitée 2 ans plus tard par le centre d'histoire urbaine de la ville de Lviv pour former des jeunes Ukrainiens à la Shoah, parce que jusqu'ici, la Shoah, ça se passait qu'en Pologne et à Auschwitz, et ça arrangeait bien tout le monde. C'est pas rien. On a vraiment, dans cette salle ce soir, quelqu'un qui fait changer l'histoire à sa manière. Et c'est vrai que c'était très compliqué de faire un film qui est tout ce que la télé déteste aujourd'hui, en plus, pour arranger les choses. C'est-à-dire un film à tiroir qui raconte plusieurs histoires en une, et que plus on veut en dire dans un film, moins on est compréhensible. Il faut savoir que si vous prenez un journal télévisé et que vous notez absolument tout ce qui est dit de la première à la dernière phrase en 45 minutes, ça remplit une page du Monde. Donc c'est très compliqué de dire beaucoup de choses dans un film, parce qu'on devient très vite inaudible, et alors surtout quand on a une histoire aussi compliquée. Et à chaque fois que je dois la résumer, ça marche 1 fois sur 2. 1 fois sur 2, je m'embrouille et je sens que la personne qui est en face de moi commence à regarder le ciel. Parce que c'est vrai que c'est une histoire complexe. Mais voilà, c'est pour ça que ça a pris du temps. Et je remercie Nina aussi de m'avoir empêché d'aller vers l'histoire que j'avais envie de raconter dès le début, d'avoir rendu ça totalement impossible. Et puis, encore une fois, je vous remercie d'être qui vous êtes, Yanina, parce que sans vous, ce film n'existerait pas, évidemment. Voilà, je pense que sur ces belles paroles, nous allons clore la séance. Sachez que la fin de l'épilogue, donc les 2 mots à la dernière ligne, il y a encore une question de l'épilogue de Yanina, sont espoir et courage. Donc, voilà. Oui, je voudrais rajouter un mot. Je connais Yanina, je connaissais, j'étais soldate à l'époque, à l'âge de 20 ans en Israël. Et je me rappelle parfois poser des questions. Je savais qu'elle part parfois en Allemagne pour travailler.
Je lui ai demandé comment tu peux partir en Allemagne, et comment tu peux pardonner. Et elle a dit, il n'est pas question de pardon. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y en a qui veulent de vengeance, d'autres qui restent très amers, même à la limite de la folie. Je me rappelle des phrases comme les survivants de la Shoah qui ont demandé « J'aimerais bien pardonner, mais personne ne demande pardon. Personne ne me demande de les pardonner même. » Mais pour Yanina, c'est toujours se relier aux forces de l'amour, aux forces positives dans ce monde, dans cette vie. Et donc, elle a écrit aussi un magnifique livre sur la résistance allemande, et sur Sophie Scholl, et penser aux Allemands qui ont résisté, qui avaient de l'amour. Et c'est ça la ligne et la leçon, c'est qu'ils ont pu toujours se lier avec les forces de l'amour, malgré tout ce qui attire vers les bas et vers le terror et la haine. Je voulais savoir aussi, Isabelle, qui a écrit la musique pour ce film? C'est un très bon ami qui s'appelle Frédéric Ozanne et qui vit du côté de Nantes. Je lui dirai que vous avez aimé. Merci infiniment Isabelle, merci Yanina, merci Judith. Juste, s'il y en a parmi vous qui veulent grignoter quelque chose et boire un pot, je sais que ça importe certains. Il y a un petit café, quand vous sortez du mémorial, vous prenez à gauche et au coin, sur la droite, il y a une sorte de petit resto à tapas très sympa et je les ai prévenus qu'on risquait de débarquer à beaucoup. C'est une vision vraiment d'une cinéaste parce que c'est un restaurant italien qui s'appelle Fuchsia. Pas de publicité, on en parle. Mais avant de grignoter une chose, vous pouvez acheter bien évidemment les DVD.